Messieurs les présidents, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, je dois dire que lorsque le président Jamal Belkadir, que je remercie pour son invitation très chaleureuse et auquel je voudrais dire toute mon admiration pour le travail qu'il accomplit, m'a proposé ce sujet qui figure sur cette diapositive, j'avoue avoir été quelque peu décontenancé par le caractère atypique de ce thème. Mais très rapidement, j'ai pris conscience de son importance pour la santé publique d'abord, et aussi par son actualité largement orchestrée par un grand tintamarre médiatique dont vous avez peut-être eu connaissance. Je crois qu'il y a un préambule, il faut rappeler, et cela me paraît indispensable, l'article 39 du Code de la santé publique française qui dit que les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé, et toute pratique du charlatanisme est interdite. Il faut reconnaître que la médecine fut longtemps associée à des conceptions magiques et religieuses qui ne reposaient sur aucun fondement scientifique, ce qui fait que la frontière entre la médecine et le charlatanisme était très poreuse. Et cela a duré pendant des siècles. Évidemment, les hommes de théâtre, les écrivains s'en sont donnés à cœur joie pour dénoncer le caractère tout à fait illusoire de l'activité médicale. Et je cite ici simplement la comédie-ballet de Molière, Le médecin malgré lui, et son prologue, votre plus haut savoir n'est que pure chimère, vain et peu sage médecin, vous ne pouvez guérir par vos grands mots latins la douleur qui me désespère. Ce prologue traduit tout à fait l'opinion que l'on avait des médecins à cette époque. Et cela a duré longtemps. Le 19e siècle est certes un siècle de transition entre une médecine obscurantiste et une médecine qui commençait à connaître quelques éclairs, quelques lumières scientifiques. Mais malgré tout, à cette époque, la médecine clinique était très souvent inefficace et les caricaturistes s'en sont donnés à cœur joie. Vous avez ici un grand caricaturiste du 19e siècle, Daumier, qui me montre sur cette estampe un médecin qui déclare... Ah bon, pardon. Qui déclare que son patient a la fièvre jaune rien qu'en regardant sa langue. Une deuxième estampe où vous avez un chirurgien ventripotent très suffisant, très sûr de lui-même, qui dit « j'ai opéré avec succès cette malade » et l'interne très modestement lui dit « mais monsieur, la malade est morte ». Et il répond « mais bien sûr, mais c'est mieux qu'elle soit morte, comme elle est morte guérie en quelque sorte ». Enfin, le 19e siècle, il ne faut pas dire, n'a pas été tout à fait un siècle d'obscurantisme. Quelques grands esprits sont venus l'éclairer. Vous connaissez tous Claude Bernard. Et en matière de diabétologie, je dois rappeler la mémoire d'Apollinaire Bouchardat, qui fut un des pères de la diabétologie. Et vous le voyez, je viens un petit peu à mon propos, mais qui fut en même temps un pourfendeur de l'homéopathie à cette époque-là. Et nous arrivons à notre siècle qu'on pourrait appeler un siècle de lumière scientifique. Et il est sûr que les progrès, les succès de la science médicale auraient pu signer actuellement le crépuscule des charlatans. Il n'en est malheureusement rien. La mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires en France a récemment stigmatisé une progression importante de ces dérives dans le domaine de la santé. Pour la première fois, 50% des signalements concernent la santé et 40% des Français auraient recours à ces pratiques. Et cette situation prévaut dans le monde entier sous des formes très diverses. Et le Global Wellness Institute, en 2017, estime que les bénéfices des pratiques charlatanesques s'élèveraient à 199 milliards de dollars. Le diabète est une cible de choix pour
pour ces pratiques charlatanesques, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, son extension planétaire, nous en avons parlé, qui fait qu'il représente un marché, excusez le terme, très intéressant pour les charlatans. C'est une maladie chronique qui est incompatible avec le désir que beaucoup de diabétiques souhaitent d'une guérison rapide, suscitant de leur part une réaction de rejet vis-à-vis des diabétologues qui, eux, ne peuvent leur promettre cette guérison. Multiples complications réduisant la qualité de vie et enfin, il faut le dire, des soins coûteux, parfois non remboursés dans certains pays. Nous allons maintenant, mon exposé va se diviser en 3 parties. La première partie, je vais vous exposer la situation de ces pratiques charlatanesques. La deuxième partie, nous nous interrogerons sur les raisons qui font que tant de gens se tournent vers les charlatans et tant de diabétiques. Et enfin, nous terminerons en proposant quelques mesures qui pourraient peut-être aider à réduire ces pratiques. Eh bien, dans les pratiques charlatanesques, il faut distinguer 2 situations. Il y a des pratiques à haut risque qui font mettre en danger la vie des patients. Et il y en a 2, c'est le commerce des médicaments falsifiés et les tradithérapeutes. Alors, le commerce des médicaments falsifiés est un commerce fructueux et en grande expansion. En effet, il a été dit que le bénéfice serait de 200 € pour les trafiquants pour 1 € investi. Les principaux médicaments falsifiés concernent les antibiotiques, les antipaludéens, les anticancéreux, mais les antidiabétiques ne sont pas, nous allons le voir, laissés de côté par ces trafiquants qui sont de plus en plus intéressés par le caractère très fructueux et bénéfique de cette pratique. Les pays concernés sont multiples. Je vais vous en parler pour les antidiabétiques, mais je vous donne un chiffre. On estime qu'en Afrique, 30% des médicaments utilisés et consommés sont des médicaments falsifiés. Les circuits qui permettent de se procurer ces produits sont bien sûr Internet, les réseaux sociaux et, dans certains pays, les marchés forains. Alors, en ce qui concerne les faux antidiabétiques, il y a plusieurs pays concernés. Je vais très rapidement, car le temps serait trop long si je le détaillais, vous parler de ces pays. À Porto Rico, la Food and Drug Administration a signalé un commerce très vaste et très important de faux antidiabétiques. En Corée du Sud, un médecin a été condamné pour fabrication et vente de faux antidiabétiques. En Inde, 2 laboratoires ont été poursuivis pour production et exportation dans divers pays de metformine falsifiée. En Chine, 2 personnes sont décédées après avoir ingéré un antidiabétique falsifié. Et plus près de nous, l'Algérie a été mise sur la sellette avec 3 affaires. La plus symptomatique, je dirais, et la plus spectaculaire, est une affaire qui concerne un gourou qui se prétendait médecin et qui déclarait avoir découvert un remède miraculeux contre le diabète qui assurait la guérison des patients diabétiques en lui donnant ce produit une connotation religieuse. Ce gourou bénéficiait du soutien des autorités au plus haut niveau et de la presse, de certaines presse algérienne. Ce produit a été commercialisé. Il a entraîné des accidents jusqu'à ce que l'ordre des médecins algériens fasse bien entendu tout ce qu'il fallait pour obtenir le retrait de ce médicament qui heureusement a été retiré du marché récemment. Toujours en Algérie, un herboriste a été arrêté pour vente d'antidiabétiques falsifiés et à Alger, 620 flacons d'antidiabétiques falsifiés ont été saisis, mais il est vraisemblable ce commerce avait déjà largement prospéré. Enfin, au Maroc, de l'insuline a été vendue illégalement sur Internet. Voici donc la situation en ce qui concerne les faux médicaments. Et je viendrai maintenant à... Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. C'est possible d'avancer la diapositive parce que là, je n'y arrive pas. Ah voilà, c'est ça, merci.
Alors, je parlerai maintenant d'une deuxième situation grave, ce sont les tradithérapeutes. Les tradithérapeutes ont des pratiques traditionnelles dangereuses sur tout le continent africain et de nombreux diabétologues, parmi nos amis dénoncent leurs pratiques. Par exemple, le professeur Diop à Dakar souligne l'évolution catastrophique du diabète chez des patients traités exclusivement par des potions et des médicaments à base de plantes, qui leur font perdre toute chance de traiter correctement leur maladie. Le professeur Somgui rapporte que certains diabétiques au Cameroun se voient qui présentent des neuropathies douloureuses des membres inférieurs sont l'objet de scarifications qui entraînent des gangrènes. Et le tradithérapeute leur dit, et ils font confiance à ces mots, que l'amputation permet de faire partir le diabète avec la jambe. C'est quand même assez curieux. Voici quelques images un petit peu amusantes de tradithérapeutes en Afrique. Je passe vite. Et nous arrivons au deuxième groupe de pratiques charlatanesques qui sont des activités qui apparemment ne paraissent pas très dangereuses, mais qui le sont en cas de mésusage. Alors, dans ce groupe, je parlerai des thérapies complémentaires qu'on appelle en ce corps médecine douce ou d'autres noms. Il s'agit de nombreuses pratiques qui sont tolérées parfois officialisées, mais qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, et en particulier l'homéopathie et la phytothérapie. Mais ces pratiques sont dangereuses lorsqu'elles se substituent sans contrôle aux médications officielles, faisant courir une perte de chance aux patients. En ce qui concerne l'homéopathie, je m'y arrête quelques instants parce que vous êtes sans doute au courant du tintamarre médiatique qui entoure ce problème en France. L'homéopathie est très largement pratiquée et officiellement reconnue en France. Mais actuellement, elle est contestée, très largement contestée par diverses études scientifiques qui lui confèrent un effet placebo. L'Académie nationale de médecine a demandé le déremboursement de l'homéopathie ne lui reconnaissant aucune efficacité. L'European Academy of Science Advisory Council a conclu que cette pratique n'avait aucune action bénéfique. La Food and Drug Administration aux États-Unis a demandé que figure sur les tubes de pilules homéopathiques ce produit n'a pas d'efficacité. Une méta-analyse parue dans le Lancet en 1985 conclut de la même manière. La National Health and Medical Research Council d'Australie n'a trouvé aucun bénéfice à l'homéopathie. Et enfin, la Grande-Bretagne vient très récemment de demander le déremboursement de l'homéopathie. L'homéopathie paraît être une tromperie lorsqu'elle prétend avoir l'efficacité de l'insuline et guérir le diabète. Je vous ai mis là une référence que j'ai trouvée concernant un texte qui vante les bienfaits de l'homéopathie dans le diabète et qui présente la chose comme une médication qui peut permettre de traiter le diabète à l'exclusion des autres médicaments antidiabétiques. Et alors, ce qui est très curieux, c'est la confiance aveugle des patients. Et voilà une caricature amusante dans laquelle vous voyez un patient qui a bénéficié d'une quantité de traitement au plus haut point pour le maintenir en vie et qui présente à sa concierge un flacon homéopathique en disant « si je suis en vie, c'est grâce à l'homéopathie ». Et cette caricature permet donc de montrer combien les patients peuvent être abusés par cette méthode. Et quant au succès de l'homéopathie, voilà ici une autre caricature. Les responsables de laboratoire disent « nos tests cliniques ont scientifiquement prouvé l'efficacité de nos produits homéopathiques sur 3 groupes. 1, les gens qui se croyaient malades. 2, ceux qui voulaient se sentir guéris. Et 3, nos actionnaires, bien entendu. » La phytothérapie. Alors la phytothérapie est très largement utilisée dans de nombreux pays. Il est vrai que certaines plantes étudiées en laboratoire ont une action hypoglycémiante. Ça, on ne peut absolument pas le nier, c'est une réalité. Mais il faut reconnaître que le bénéfice de ces plantes en clinique sur les patients diabétiques est relativement modeste.
Les facteurs facilitant l'usage de ces plantes sont nombreux. Il y a les habitudes culturelles au Maroc, vous le connaissez bien, les traditions, le faible coût par rapport aux autres médicaments et la vente hors de tout contrôle pharmacologique et réglementaire. Les risques sont connus, c'est la consommation de plantes ou d'extraits de plantes mal identifiés peuvent être toxiques, en particulier néphrotoxiques. Et d'autre part, il est évident que le diabète et ses complications vont s'aggraver chez les patients qui consomment des plantes qui se substituent aux traitements conventionnels prétendant à elles seules la guérison. Voici pour illustrer quelques exemples de plantes dont on vante les miracles. Je passe vite. Et j'en arrive enfin aux compléments alimentaires. Alors là, je serai assez rapide. Les compléments alimentaires représentent un énorme marché en France et en Europe, qui dépasse plusieurs milliards. Ils sont très largement employés. La diffusion est facile hors du circuit réglementé des médicaments, car ils sont vendus en parapharmacie, mais ils sont vendus aussi dans les pharmacies, ce qui leur donne à tort une légitimité. Le rôle facilitant d'Internet et des réseaux sociaux, et toutes les institutions scientifiques ont conclu que leur efficacité n'est pas démontrée pour la plupart, excepté dans certaines situations. Je pense aux vitamines D, je pense à la vitamine B9 chez les femmes enceintes, mais ce sont des cas particuliers. Parfois, ils peuvent être dangereux pour la santé en cas d'abus. C'est le cas des vitamines A et D et des produits fabriqués aux États-Unis qui contiennent des anabolisants. Voici un exemple de complément alimentaire et je terminerai ce tour d'horizon par les régimes amaigrissants chez les diabétiques de type 2 obèses, des régimes à haut risque avec des prescriptions multiples, illogiques, antiphysiologiques et dangereuses pour la santé, avec des promesses fallacieuses recourant à des compléments alimentaires qui viennent compléter ces régimes abusifs et la publicité mensongère qui s'en donne à cœur joie pour vanter ces régimes et ces produits soi-disant brûleurs de graisse, dont voici un exemple. Ayant ainsi terminé ce tour d'horizon, j'en arrive à la deuxième partie de mon exposé. Comment expliquer la bonne santé du charlatanisme? Pourquoi les gens se tournent si facilement vers le charlatanisme? Eh bien, il y a de multiples facteurs tenant aux charlatans, à l'attrait des patients pour leur pratique, à une médecine qui n'est pas assez proche des malades, et enfin à l'inertie des pouvoirs publics et la complicité des médias. En ce qui concerne les charlatans, ils sont de plus en plus présents. Ils ont deux motivations, bien entendu, l'enrichissement et le sentiment d'impunité. Mais ils ont des moyens de pression très efficaces, avec une forte pression psychologique sur les patients et une grande capacité de persuasion. En ce qui concerne les patients qui sont facilement séduits, il y a beaucoup d'explications. Tout d'abord, l'ignorance, l'inculture, les traditions et la crédulité. Le deuxième motif qui me paraît aussi important, c'est le désir de guérison rapide promis par les charlatans, alors que les médecins, bien entendu, ne peuvent pas promettre une guérison du diabète. Le manque de confiance dans la médecine officielle, qui aux yeux de beaucoup paraît complexe, coûteuse, victime de ces incertitudes et de scandales médicaux largement médiatisés. Je pense par exemple à l'histoire du Mediator, que vous connaissez tous. Ensuite, il y a l'attrait de l'irrationnel et de la magie. Et je crois que cela joue dans beaucoup de pays. En effet, je crois que ce phénomène est consubstantiel à beaucoup de pays en développement et je pense qu'il n'est pas étranger ici au Maroc. Les difficultés financières et la forte influence des messages véhiculés par les médias et le bouche à bouche, c'est ce qui s'est passé en Algérie avec ce produit dont j'ai rapporté le scandale. Le système de soins défaillant. Eh bien là, les médecins ont une responsabilité. Ils ne passent pas assez de temps avec leurs patients. Ça, c'est un point qui est très important. Leur écoute est souvent insuffisante. Ils ne prennent pas le temps pour écouter les malades. Et ça, c'est quelque chose qui est capital. Le défaut de l'éducation thérapeutique, dont on a souligné l'importance dans les exposés précédents. Le non-respect du serment d'Hippocrate
et le coût abusif des soins qu'il faut dénoncer. Et voilà une plaque humoristique d'un humoriste français où vous voyez ce médecin qui dit « Je ne pense pas que votre état soit sérieux, mais pour être plus sûr, je vais vous facturer comme si c'était très grave. » Cela, voyez-vous, montre tout à fait ce problème financier qui quand même est très important. Enfin, dernier point, la faiblesse des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont totalement inertes vis-à-vis de ces situations dans de nombreux pays. Et dans certains cas, ils considèrent ces pratiques comme très intéressantes. Et l'affaire de l'Algérie que j'ai rapportée le démontre. Il y a des considérations politico-économiques qui favorisent certaines médecines alternatives, et je pense à l'homéopathie en particulier. Et enfin, il y a du côté des pouvoirs publics, dans certains pays, l'insuffisance de la prise en charge des dépenses de santé avec un reste à charge très important pour les patients. Et j'en arrive à la dernière partie. Que peut-on faire pour lutter contre le charlatanisme? Il y a plusieurs actions. Je reconnais que ce que je vais vous dire, certaines sont difficiles à appliquer, si théoriquement elles sont utiles, mais d'autres peuvent être mises en route, à mon avis, sans problème. Réduire la naïveté des patients en informant, éduquant, vulgariser les connaissances médicales. Et là, c'est un rôle essentiel des professions médicales et des associations de diabétiques. Et je pense que les associations diabétiques, et je me tourne vers son président, ont un rôle très important à jouer pour lutter contre ce charlatanisme auprès de leurs édiles. Les responsables religieux dans certains pays peuvent très efficacement condamner ces pratiques charlatanesques et qui souvent s'appuient à tort sur la religion et défend le vrai visage de la religion. Et là, les responsables religieux ont un rôle important à jouer. Humaniser la médecine, consacrer plus de temps aux patients et respecter le serment d'Hippocrate, pratiquer une médecine humaniste et personnalisée. Recourir, et ça les médecins ne le font pas assez, les associations diabétiques s'y efforcent, je le sais, de le faire, médiatiser très largement pour dénoncer ces pratiques et engager le public et les patients à faire confiance à la médecine officielle. Les médias jouent un rôle qui peut être très utile, mais en même temps aussi très toxique. Et il faut savoir utiliser les médias, c'est un problème, je crois, extrêmement important. Ensuite, un cas particulier sont les tradipraticiens. Alors, je crois que les tradipraticiens, il faut les former, de même que les matrones en Afrique subsaharienne, et les associer à l'organisation des soins. Au lieu de s'en faire des ennemis, un obstacle, il faut les mettre de son côté. Et je crois que vraiment, la formation des tradipraticiens peut être un moyen utile pour réduire leur influence néfaste. Et enfin, sensibiliser les enseignants pour développer l'esprit critique des enfants et le raisonnement scientifique qui manque très souvent. Enfin, les pouvoirs publics. Alors, les pouvoirs publics, c'est important car, je vous l'ai dit, ils sont souvent inertes ou même, j'allais dire, coopérant avec le charlatanisme. Il faut améliorer la prise en charge des dépenses de santé. Dans la mesure où les gens ont les moyens financiers pour acheter les vrais médicaments, eh bien, ils se tourneront moins vers les charlatans. Développer l'éducation à la santé du public, dénoncer officiellement les pratiques charlatanesques et sanctionner les charlatans. En effet, quand on regarde la situation dans le monde, on est effrayé de voir l'impunité des charlatans qui font tout ce qu'ils veulent sans qu'ils soient sanctionnés par les pouvoirs publics ou la justice. Contrôler la qualité professionnelle des herboristes, ça me paraît aussi très important. Contrôler la qualité professionnelle des herboristes et interdire le commerce des plantes médicinales hors des circuits officiels. Faire le ménage dans les médias. Et là, je me retourne de nouveau vers les présidents d'associations diabétiques, etc., et qui doivent agir sur les politiques pour faire cesser cette espèce de tintamarre qui souvent se fait au profit des charlatans. Et enfin, lutter contre le trafic des médicaments falsifiés. Alors ça, c'est très important. Ce problème n'est pas toujours très bien connu.
mais je vous en ai dit l'importance. Le professeur Gentilini de l'Académie de médecine a pris la tête d'une croisade contre les médicaments falsifiés en créant l'association Medicrime du Conseil de l'Europe, qui réunit 27 ou 28 pays. Et il est essentiel que d'autres pays, africains en particulier, s'associent à cette action qui est très difficile à mettre en œuvre, mais qui est absolument nécessaire compte tenu de son importance. Donc, la lutte contre le charlatanisme est une entreprise nécessaire, longue et difficile, mais bien entendu, je vous fais référence à la maxime de Guillaume d'Orange, il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé dans la préparation de cet exposé et j'espère pouvoir vous avoir convaincu.